Alors à Skip, Sensei m'a laissé plus que le retour au calme. Quelle erreur. Après tout, il n'est pas là depuis des semaines et nous on va rouiller si on s'active pas. Oh la bande de nuls. À partir de maintenant, Léo Sama reprend le contrôle des choses sérieuses. Chut, Léo, t'abuses. En plus, t'as pas révisé nos katas. Tu voudrais qu'on apprenne quoi encore aujourd'hui? Tu sous-estimes ma puissance, Binoclar. Sensei a une boîte secrète où il stocke l'ensemble de ses leçons. Bon, il a mis un gigason interdit dessus, mais ça c'est un détail détaillé. Mais Léo, si Sensei l'a mis sous scellé, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Oh, si j'écoute ta mentalité de perdant, on va régresser. Oh, y a pas de ralentir ici. Je vais chercher la leçon et on attaque direct. Restez là et faites du shadow. Je reviens. Non, pas ça. C'est pas ça non plus. C'est où encore? Ah ah! Trouver la boîte des leçons scellées. Attends, il y a un mot de passe? Le mot de passe. Ah, je sais. Ici, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. C'est le grind. Sensei est tellement prévisible parfois. Bref, j'ai le premier parchemin. À l'attaque! Quand il entre dans un combat, tout devient simple. Impact, sang, précision. Pas de supplique, pas de miséricorde. Un coup après l'autre, il dit au monde ce qu'il pense de la faiblesse. Aujourd'hui, on se penche sur le cas d'Akaza. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Ah, voilà! Là, on commence à parler des vrais bails. Des gens qui savent que quand on fait ce qu'on fait, on est méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Derrière cette violence malsaine, Akaza est plus que ce qu'il nous montre. Car si pour beaucoup il n'est qu'un monstre parmi d'autres sur la route de nos protagonistes, quand on prend le temps de l'observer, on peut voir bien des choses chez la lune supérieure. Cette leçon ne propose pas d'excuses pour ses crimes, mais elle cherchera à comprendre, à regarder sous la peau du monstre, et à suivre pas à pas la trace d'un garçon qui, en souhaitant protéger plus faible que lui, est devenu une arme. Entre rage, impuissance et désespoir, plongeons-nous ensemble dans son histoire. On peut commencer par ce qui saute aux yeux. Akaza a un flot d'aura farmer qui se respecte. En effet, le drip, c'est important. Vous pouvez demander à Piccolo. Il a également le style de combat qui va avec pour assumer. D'ailleurs, on va en parler de ce style, parce qu'Akaza est une machine de guerre parfaitement huilée et adepte de la technique ancestrale Left-Right Good Night. Chaque attaque est envoyée avec l'intention de tuer. Chaque mouvement est net comme une règle, ou plutôt un compas. C'est un être au premier abord violent et impitoyable, mais nous pouvons quand même noter une différence dans son attitude en fonction de qui il a en face de lui. Purement impitoyable avec les faibles, il essaie toujours d'en finir vite avec eux, comme s'ils étaient des nuisibles ne méritant pas son attention. Avec les forts, c'est autre chose. Il est presque chaleureux et prend le temps de savourer le combat et de discuter en souhaitant à chaque fois connaître le nom de son opposant. À bien des égards, quand je le vois dans ces moments-là, j'ai l'impression de voir un gros sparring pour déterminer le meilleur artiste martial et non un simple combat à mort entre démons et profondeurs. En atteste ses combats contre les piliers, notamment celui contre Rengoku. Le combat entre Akaza et Rengoku n'est pas un simple affrontement entre un démon et un profondeur. C'est la collision entre deux visions de la force qui refusent de céder. La force est-elle pour soi ou pour protéger autrui? D'un côté, Rengoku, jeune, pied droit, flamboyant, inébranlable dans ses convictions et qui devient au cours de l'arc du train de l'infini la figure de grand frère de nos protagonistes. Prêt à faire l'ultime sacrifice pour tous ceux derrière ne pouvant se défendre par eux-mêmes. Tant que je serai en vie, je ne laisserai personne mourir. Ce serment qu'il s'est fait à lui-même est dû à la perte de sa mère qu'il n'a pas pu aider comme il l'aurait souhaité. De l'autre côté, nous avons Akaza, roi, mais aussi sauvage qu'une bête en proie au sang, voulant asseoir sa domination. En quête de sens à travers la recherche de la force absolue, écrasant de ses poings tout opposant sans leur laisser la moindre chance de se défendre par eux-mêmes, ils sont donc inutiles à ses yeux. Deux êtres qui chacun à leur manière ont fait de la douleur un carburant. J'aime à penser que chaque coup échangé devient un dialogue. Pour Akaza, être fort, c'est refuser la mort, la nier, la vaincre. Pour Rengoku, c'est accepter qu'elle est bien réelle et que cette dernière peut nous prendre à tout moment. Il faut aider autant que possible son prochain, dans le temps qu'il nous est imparti. Alors forcément, l'un des deux se voit être condamné. Quand Akaza affronte Rengoku, ce qu'il voit en face de lui, ce n'est pas un obstacle, c'est un miroir. Rengoku lui renvoie tout ce qu'il ne peut plus être. Noblesse, foi en l'être humain, bienveillance. Il ne supporte pas la pureté de ce dernier parce qu'elle expose son propre gouffre. Ce
n'est pas seulement la force de son adversaire qu'il subit, c'est le reflet de un idéal perdu, celui d'un humain qui à une époque protégeait, aimait, croyait aussi en un meilleur lendemain. Et à mesure que le combat s'intensifie, la frontière entre haine et admiration s'efface. Akaza veut éliminer Rengoku, mais il ne peut s'empêcher de respecter ce feu qui ne s'éteint pas, même après plusieurs coups mortels reçus. Quand Akaza propose à Rengoku de devenir un démon, ce n'est pas un simple caprice ou un acte d'arrogance, c'est d'une certaine manière une demande d'aide. Il dit qu'il voudrait un rival, avec qui il pourrait continuer à progresser. Mais moi j'entends, un mec qui veut un frère d'armes, avec qui partager le même enfer. Pour lui, voir Rengoku mourir ici, c'est du gâchis. Parce qu'au fond, Akaza ne comprend pas comment on peut choisir délibérément de mourir lorsqu'une porte de sortie permettant de fuir existe. L'un est égoïste et ne peut se concentrer que sur son objectif individualiste. L'autre fait l'ultime sacrifice, sourire aux lèvres. Il n'y avait pas moyen de s'entendre. Quand le soleil se lève, le verdict tombe. Rengoku meurt debout, le regard paisible, le cœur en feu. Mis à part lui, personne n'est mort. Akaza lui s'enfuit lâchement et Tanjiro, bien qu'impuissant, ne manquera pas de lui rappeler à tue-tête que malgré sa mort, c'est à Rengoku que revient la victoire et que ce fait est indiscutable. Akaza, enragé et effrayé par le soleil se levant, ne parvient pas à le comprendre, mais ici le jeune Kamado parle d'une victoire idéologique. La rage qu'il éprouvera à l'égard de Tanjiro, mêlée au doute, est pour moi le premier élément qui le ramènera sur le bon chemin, car pour avancer, il faut savoir se remettre en question. Le combat qu'il pensait gagner par la force devient une défaite spirituelle. Et il n'a pas perdu contre Rengoku, il a perdu contre l'idée contre humain jusqu'à la fin. Ce duel ne marque pas seulement la mort d'un pilier, il marque la première faille consciente dans la foi d'Akaza concernant la force absolue. Il ne le sait pas encore, mais c'est le début d'un long effondrement intérieur, un lent retour vers la mémoire. Et pouvait-il en être autrement? En effet, Akaza semble bien différent des autres démons. Pour moi, la raison des meurtres n'est pas forcément liée à la fin en première intention comme la plupart d'autres démons. Je dirais plutôt qu'elle est liée au besoin d'asseoir sa domination en tant qu'artiste martial dans un premier temps. Mais dans un second temps, c'est surtout un besoin abstrait. Un besoin de se prouver qu'à défaut d'être en vie, il existe encore et que sa vie a un sens. Et prouver que, malgré tout, sous la peau d'un démon, l'artiste martial existe et prédomine. Imaginez une personne qui, au lieu de chercher la paix, cherche des chocs, des obstacles forts pour se sentir encore un temps soit peu en vie. Chaque adversaire vaincu est une preuve pour lui que sa vie en vaut encore la peine. Et pourtant, en dépit de sa froideur et de sa violence, il s'applique des limites. Il refuse de s'abaisser à devoir violenter femmes et enfants. Ce qui démontre sa force de conviction car nous savons de la bouche de ce fou furieux de Doma que les femmes sont plus nourrissantes et que de fait, elles permettent plus efficacement de gagner en force. Ces exceptions peuvent paraître déroutantes, mais démontrent sa volonté de devenir le plus fort à sa manière. Elles n'abolissent pas sa cruauté, mais elles trahissent un code d'honneur contraire à ce qu'incarnent normalement les démons conçus par Muzan. Cette façon de procéder ouvre des fissures dans l'armure de celui qui ne jure que par la loi du plus fort. Quand il prétend que la faiblesse est un péché, ce n'est pas simplement une maxime martiale. C'est devenu pour lui une prière, puis une prison avec laquelle il se châtie lui-même, mais pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur son alter ego, Akuji. En effet, nous approchons de la bataille finale de l'œuvre. Alors que nos héros avancent au sein du château de l'infini et que nombre de leurs camarades sont déjà tombés au combat, dont spoiler alert, notre chouchou à tous, Shinobu, la bataille s'intensifie. Giyu et Tanjiro se voient être pris en chasse par Akaza. Akaza, pensant que Tanjiro n'a pas évolué d'Iota, comme à son habitude, essaie de se débarrasser instantanément du menu frottin, profiter pleinement de son combat à venir face au pilier de l'eau. Mais le combat ne tourne pas comme il s'y attend. En effet, on s'en doute depuis un moment car on a suivi son grind, mais Giyu ne le confirme à haute voix pour tous les sceptiques. Le jeune Kamado a lui aussi atteint le niveau d'un pilier. C'est la première fois que nous voyons Akaza aussi heureux. Après tout, pour lui ça leur revient à faire des soldes. 2 adversaires de haut niveau pour le prix d'un seul combat. Que demander de plus? Au cours de cet affrontement, Tanjiro va croiser l'ensemble des informations qu'il a vues et compris pour repousser la menace. D'abord, pour vaincre un adversaire de haut niveau, comprendre sa technique et donc son rythme est capital. Tanjiro comprend en se remémorant son combat face à Rengoku et en analysant la performance de Giyu que si Akaza donne l'impression de savoir d'où va venir l'attaque et rend en retour des contres visant automatiquement des points vitaux, c'est grâce à une sorte de capacité sensorielle, son compas. Ce compas pointe en permanence vers l'esprit combatif souhaitant vaincre le démon. C'est là qu'on comprend également le principe de match-up, c'est-à-dire le fait que chaque adversaire, aussi fort soit-il, a un niveau de compatibilité avantageux ou non. En l'espèce, Akaza est le pire adversaire possible pour Rengoku, de par sa personnalité, et pourtant il a livré une performance de fou. Merci à toi champion. Mais revenons-en à Tanjiro. Il a compris le cœur de la technique d'Akaza, c'est bien. Mais que faire à présent? Le temps passe, et Giyu, avec son dos en vrac et le déblocage de sa marque,
ainsi que son style de combat défensif de haut niveau, parvient à limiter les dégâts en faisant bonne figure. D'ailleurs, ce dernier me fait beaucoup penser au style Sorezu d'Obi-Wan dans Star Wars. Mais ne vous y trompez pas, si rien n'est fait, on se dirige vers une fin 6 pieds sous terre. Dans l'idée, on est dans un combat, celle contre Goku, avec Gohan qui regarde pour trouver une solution en sachant pertinemment que ça va mal finir si on n'inverse pas la vapeur. Et c'est en ayant conscience de l'urgence, et probablement grâce au stress, que Tanjiro va trouver la réponse. Dans un souvenir très lointain, le jour où son père lui a brièvement montré comment atteindre ce que les combattants nomment le monde limpide. Si je devais l'expliquer, cela revient à combattre en étant littéralement dans un état d'éveil maximal de ses sens, mais sans aucune malveillance pour l'opposant alors que nous sommes sur le point de lui prendre la vie. Vous voyez la zone dans Kuroko ? C'est la même idée. Il faut faire abstraction de toute émotion, notamment négative, comme au hasard le fait que le Hobbs ait tué ton premier grand frère de cœur sous tes yeux et qu'il soit sur le point de recommencer. Quiconque a fait un peu d'arts martiaux sait à quel point c'est dur de ne pas dégager la moindre animosité face à l'adversaire. À titre de comparaison, dans Dragon Ball, Goku doit arriver à son prime et débloquer l'ultra instinct pour faire cela. C'est une dinguerie, n'ayons pas peur, j'ai les termes. Et Léo, sache que tu en es très loin. Oh, c'est quoi cette balle gratuite là? Alors tu vas me dire que son trash talk est carrément écrit dans le script de ses leçons? Il abuse. T'as bien compris ce qu'il a dit? Fais pas genre. C'est le prix de ta vantardise. Bref, cette capacité permet au jeune Kamado de se surpasser et d'user de ses meilleures techniques, notamment le Hinokami Kagura, sans pour autant être repéré par le compas d'Akaza. Et c'est ainsi qu'il réussit l'exploit de lui trancher la tête. Cependant, Akaza refuse la défaite et obtient la capacité de se battre sans sa tête. Pire encore, il est en train d'apprendre à la faire repousser. Niveau invulnérabilité, on est au max. Il est en train de devenir un démon qui ne peut être vaincu que par le soleil lui-même. Honnêtement, ça sent la fin. Ce qui sauvera nos héros, c'est son dilemme intérieur. Akaza ne sait pas s'il doit simplement agir en monstre et continuer à tuer impitoyablement, ou accepter qu'en tant qu'artiste martial, il a perdu à la loyale, ce qui lui permettrait ainsi de trouver le repos éternel. Ce qui va faire la différence, c'est le fait qu'après des siècles de boucherie, Akaza va se rappeler de son histoire, celle de Hakuji. En effet, nous apprenons via son flashback que le véritable prénom de Akaza était Hakuji, un enfant sans avenir, né dans la pauvreté, les poings toujours serrés. Il se battait, non pas par goût du combat, mais pour la survie, notamment celle de son père. Pour soigner son père malade, il était prêt à tout. Et tant pis s'il fallait en venir à tabasser ou voler les plus fortunés. Après tout, pourquoi ces derniers auraient-ils tout lorsque son père n'aurait même pas l'essentiel, la santé? Malheureusement, se faisant prendre plusieurs fois de suite, il se verrait être puni par coups de fouet et tatouage du voleur sur les avant-bras, symbole de honte. Alors chaque soir, en rentrant épuisé et blessé, il espérait que ses actions puissent offrir ne serait-ce qu'un jour de plus à son père malade. Mais le monde, parfois, ne récompense pas les efforts. Le père, découvrant que son fils commettait des crimes pour lui, a fini par se pendre. Dans sa lettre, il écrivait qu'il préférait mourir plutôt que de vivre grâce à l'argent volé. Ce jour-là, Hakuji a appris la leçon la plus cruelle, que l'amour peut devenir un poids et que même les bonnes intentions, si elles sont mal exécutées, peuvent tout détruire. Alors, il a cessé de croire en la morale, en les dieux et en une éventuelle justice. Il n'a gardé qu'une seule certitude. La force est la seule chose qu'on ne peut pas lui prendre et qui peut lui permettre d'exister. Les années passent et le garçon devient un combattant de rue. On le hait, on le redoute. Mais sous la violence, il y a encore un cœur, car dans ce chaos, quelqu'un l'a regardé autrement. Koyuki, la fille de Keizo, le maître d'un dojo qui l'a recueilli. Pour la première fois, Hakuji n'est plus un paria, mais un élève, un fils, un homme aimé. Il s'humanise à nouveau grâce à sa nouvelle famille. Et avec elle, il redécouvre la force véritable, celle qui en vaut la peine, celle qui permet de protéger et d'aimer tout en se maîtrisant. Ainsi, sa vision vis-à-vis de la faiblesse est tout autre. À chaque fois que Koyuki s'excuse pour sa maladie, Hakuji ne comprend pas. Ce n'est pas de la faute de la fille si elle est malade et faible. Elle n'a pas à s'excuser. On est encore loin du démon prêt à massacrer les faibles qu'il a en horreur. Son corps, autrefois destiné à frapper, devient un bouclier. Ses poings apprennent la retenue et son cœur trouve enfin la paix. Il allait enfin se marier avec Koyuki, avec la bénédiction de son sensei et futur beau-père. Mais la vie, encore une fois, a décidé de frapper avant lui. Pendant son absence, le dojo rival, avare et convoitant l'état de Keizo, a empoisonné le puits. En effet, ces derniers n'arrivaient pas à vaincre le maître, et malheureusement, que font les faibles lorsqu'ils n'arrivent ni à gagner à la loyale ni à renoncer? Ils font preuve de lâcheté. Et le poison est souvent l'arme associée à tort ou à raison à la lâcheté, et surtout à la faiblesse. Koyuki et Keizo sont morts avant que Hakuji ne rentre. Le même garçon qui avait juré de protéger ceux qu'il aimait
après avoir déjà perdu son père, n'a trouvé une fois de plus que des corps sans vie. Alors, Akuji a replongé dans les ténèbres. L'artiste martial noble et en paix avec lui-même a de nouveau laissé place au bandit, considéré comme un démon dès le plus jeune âge. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Viens. Mais vous connaissez ma vision sur la haine et la vengeance aveugle, les jeunes. Si l'on s'entête à appliquer la maxime œil pour œil, dent pour dent, alors nous finirons tous aveugles. Et pour le coup, Akuji a perdu de vue tout ce qui composait son monde. On raconte qu'il a massacré tous les élèves du dojo rival à main nue. Une telle boucherie que même avec des armes, le carnage n'aurait pas pu être pire. Des dizaines d'hommes entraînés pour être samouraïs, aucun survivant. Ce jour-là, le garçon a cessé d'exister et le démon a pris sa place dans son corps. Muzan n'en demandait pas tant et a finalisé la transformation du jeune homme physiquement via son sang. Quand Muzan l'a trouvé, Akuji n'avait plus de raison de vivre. D'ailleurs, Muzan, parfaitement conscient de cela, s'en est amusé en se servant des mêmes kanji de Akuji, signifiant chien protecteur, pour renommer le jeune démon en Akaza, ce qui signifierait chien castré. Paraît-il que Akaza est le subordonné préféré de Muzan. Si cela est vrai, il doit vraiment le détester les autres. Cependant, l'immortalité ne guérit pas de la souffrance. Elle la met au mieux en suspens. Akaza est un monstre bâti sur les ruines d'un enfant impuissant. Mais impuissant face à qui? Face à quoi? Si l'on me demande mon avis, je dirais que cela va au-delà des samouraïs, ou des seigneurs refusant de l'aider à payer les soins de son père et donc le contraignant à voler. Akuji est un énième enfant victime du système et des luttes de classe. Mais pour cette partie les jeunes, je laisse place à mon frère d'armes du Vox Populi. Salutations très chères auditrices et auditeurs. Enfin, John Mamba je crois. Ah, ce cher Akaza. Il fait partie d'une belle galerie de sous-prolétaires. En même temps, les démons sont en majorité des rebuts, des laissés-pour-compte, des vagabonds, des éclopés, des escrocs, tout droit sortis du 18 Brumaire de Karl Marx. En réalité, l'histoire qui réside derrière Akaza, du moins Akuji, est celle du Japon féodal. Au XVIIIe siècle, la dynastie régnante des Tokugawa se conforte à créer une société d'ordre. 3 catégories existent. Les guerriers, fameux bushi, les seuls pouvant porter des armes. Les chonin, les roturiers des villes, et les roturiers des villages, nommés yakusho, dont l'activité principale est l'agriculture. Comme pour tout modèle se voulant figé, il existe des souplesses entre ces groupes. Akuji dans tout cela? Il fait partie des inclassables, de ceux qui ne peuvent pas sortir de leurs conditions, les villes. On y retrouve la liste des sous-prolétaires nommés auparavant. Ces individus, méprisés et discriminés, sont soumis à des taxes sur leurs activités et ne peuvent pas changer de métier. À l'instar de notre personnage du jour, ils vivent dans de véritables ghettos. Ils ne peuvent pas se marier avec d'autres membres de la société. Leur situation est telle que les historiens sont unanimes sur le fait qu'il n'y a jamais eu autant de discrimination au Japon avant cela. Un contexte qui peut nourrir la rage bouillonnante de ce Akuji, affirmant qu'en ce monde, les pauvres n'ont pas le droit de vivre. La deuxième partie de sa vie s'accompagne d'un antagonisme de classe. Cette histoire de dojo fait écho à la période. Des écoles d'escrime, les Ryu, sont des lieux d'apprentissage et de réseautage pour les guerriers privilégiés par le régime. Néanmoins, en face, l'époque voit apparaître des dojos tenus par des roturiers et fréquentés par des jeunes gens ordinaires, qui apprennent des techniques de combat individuelles à main nue. Comme par hasard! Le sabre à la classe dirigeante, les poings aux opprimés. Qu'on a cette information en tête, il est difficile de considérer autrement l'histoire de Akuji, un vil recueilli par un artiste martial se vengeant violemment de samouraïs accapareurs de terre. En ce qui concerne le massacre qui s'ensuit, rappelons un constat. Les jeunes opprimés se trouvant face à une société déjà vieille, mais parfaitement organisée, doivent faire un choix. Rejeter avec férocité et violence cette société ou la changer radicalement en la rendant meilleure. Akuji devient Akaza, car il a choisi la première option. Méditez-y, jeune Mamba. Ah non! Il a pris mes mitaines. Déjà que la dernière fois, Monsieur Itoyaku a pris mon onigiri, là c'est trop. Sensei devrait vraiment revoir ses fréquentations, là ça suffit. La propriété privée des moyens de production n'est pas conforme à la vie d'un guerrier, jeune Léo. Il faut partager. C'est tout pour moi, à plus les jeunes. En conclusion les jeunes, bien qu'Akaza ait toujours eu le sang chaud, il était quelqu'un de bien. S'il a mal tourné, c'est en grande partie à cause d'un système avare et injuste. Cependant, bien que je vous ai toujours dit qu'il fallait rendre les coups lorsque la vie vous frappait de plein fouet, sombrer dans la vengeance aveugle ne vous mènera nulle part. Vous devez apprendre à rester froid et stoïque pour faire les bons choix en toutes circonstances. Cela fait partie de la voie du Mamba.